tous et bienvenue sur DigiSchool pour ce dernier live de révision pour les troisièmes. Donc dernier live avant l'épreuve de mathématiques du brevet qui est dans 2 jours. Donc ce live a pour but de répondre à toutes vos dernières questions, à revenir sur tout ce qui pourrait être essentiel. Donc je vais faire 2 petits rappels et ensuite vous pourrez poser toutes vos questions et j'y répondrai. Donc l'épreuve du brevet, vous savez déjà comment elle doit se dérouler. Elle dure 2 heures, elle compte pour 100 points et vous aurez en gros, grosso modo 5 à 7 exercices, voire 8 exercices maximum. Ce qui va être très important le jour du brevet, c'est de commencer dès que vous avez votre sujet à très bien le lire. Accordez 15 minutes de lecture, au moins entre 15 et 20 minutes de lecture. Vous pouvez avoir l'impression que c'est beaucoup de temps perdu, mais ces minutes vont être cruciales parce qu'elles vont vous permettre de déterminer la meilleure stratégie pour le mieux réussir tous vos exercices. Donc pendant cette phase, vous allez lire tout le sujet, identifier combien d'exercices il y a, quel est le barème de chacun. Donc en lisant, vous pouvez avec votre crayon noter les notions qui interviennent. Si vous remarquez que c'est des fonctions, vous écrivez fonctions. Si ce sont des probabilités, vous pouvez écrire probabilité, rappeler peut-être les formules qui peuvent être utiles. Donc bien lire le sujet dans l'ensemble, les questions, identifier déjà celles auxquelles vous pouvez répondre ou pas. Et à chaque exercice, identifier si pour vous, il semble facile ou difficile. Le barème va vous permettre d'affecter le temps que vous allez consacrer aux exercices. Donc, plus un exercice remporte des points, plus vous allez devoir y passer du temps. Surlignez toutes les informations importantes. Les informations importantes, c'est par exemple si on vous dit qu'il faut absolument justifier ou s'il ne faut pas justifier, ou encore les unités, ou si certaines notations représentent certaines choses. Donc, notez toute information qui pourrait être importante pour vous dans la résolution, que vous retrouverez facilement en relisant donc la deuxième fois. Et voilà. Donc cette phase doit vous permettre donc d'identifier quels sont les exercices qui seront les plus faciles, les plus difficiles et ceux qui sont moyennement faciles, sachant que vous allez commencer par les exos les plus faciles, terminer par les plus difficiles. Donc de façon approximative, vous avez 15 minutes de lecture initiale. Accordez-vous grosso modo 90 minutes pour la résolution, ce qui vous fait entre 5 à 10 minutes par exercice facile. Donc si vous savez que l'exo est facile, c'est que vous êtes assez entraîné dessus, vous maîtrisez toutes les notions. Si en 5 minutes vous pouvez le faire bien proprement, vous appliquant sur la rédaction et en vérifiant vos résultats, ça va. Sinon, passez pas plus de 10 minutes dessus. Et donc si l'exercice est facile ou moyen, vous faites 5 à 10 minutes. Et dès qu'il s'agit d'exercices difficiles, essayez de faire un quart d'heure, voire 20 minutes. Donc là-dedans, pensez vraiment à bien noter, à numéroter vos copies, à justifier ce que vous faites, sauf si on vous dit qu'il ne faut pas justifier, et à vérifier le timing. Donc le jour du brevet, assurez-vous d'avoir une montre. Généralement, dans la salle, vous avez une montre, une horloge, mais munissez-vous de votre propre montre pour savoir combien de temps vous avez fait par exercice et ne pas vous laisser trop prendre par le temps. Et enfin, lorsque vous avez fini tout ça, vous vous accordez également un quart d'heure à la fin pour tout relire, pour être sûr que vous avez bien rédigé tout ce qu'il fallait, que vous n'avez rien oublié, que vous avez surtout numéroté vos copies. La numérotation des copies est très importante. Remplir l'en-tête, c'est également très important. Limite, au début de l'épreuve, vous pouvez prendre déjà plusieurs feuilles, remplir les en-têtes et à la fin, numéroter les copies et vérifier, encadrer les résultats, faire attention à tout. Surtout, vous ne partez pas avant la fin de l'épreuve. Si vous pensez sécher, c'est pas grave. Restez quand même jusqu'à la fin de l'épreuve. Vous pouvez avoir un déclic 5 minutes avant la fin et ça vous permettra d'avoir des points. Puis, on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça dans un live que pourquoi la lecture est importante. La lecture est importante parce que généralement, vous avez le maximum d'informations qui est dans l'énoncé. Donc, je dirais 80 à 90% des informations importantes sont dans l'énoncé lorsque vous devez résoudre un problème ou encore analyser des documents. C'est pour ça qu'il va falloir prendre un vrai temps de lecture au début, qu'il faudra lire plusieurs fois si nécessaire. Dès qu'il y a un mot que vous ne comprenez pas, c'est peut-être qu'il a été défini un peu plus haut. Prenez le temps de le lire et faites appel également à vos connaissances personnelles. Les connaissances personnelles, elles représentent, on va dire, si vous avez 80 à 90%, vous aurez au maximum 20%.
Ou peut-être que ça fera aussi 30% de connaissances personnelles, mais ce n'est pas le maximum, ce n'est pas la plus grande partie la plus difficile. Il faudra par contre justifier ce que vous utilisez, dire si c'est un théorème, préciser les formules et bien préciser les unités. Donc ça, c'est le plus important que j'ai à vous dire pour l'instant. Et je vais répondre à vos questions pour commencer. Alors, accroche-toi, ils sont chauds. Waouh, dites-moi tout. Alors, est-ce que tu peux faire un petit rappel de la distributivité? Un petit rappel de la distributivité. Pourquoi est-ce que j'avais senti que cette question allait m'être posée? Du coup, ça doit être quelque part. Hop, tac, tac. Voilà. Donc, distributivité va être utilisée soit pour développer, soit pour factoriser. Bon, quand on factorise, on parle plutôt de facteurs communs. Là, je vous rappelle les formules. Pour la distributivité simple, vous avez un nombre k facteur de a plus b, ça va être égal à k fois a plus k fois b. Si le nombre qui est devant a un certain signe et qu'il y a un moins ici, il faut après bien faire attention aux règles de multiplication des nombres relatifs. Et la double distributivité, c'est lorsque vous avez deux parenthèses d'une part. Vous voulez distribuer, vous allez donc multiplier chaque terme de la première parenthèse par chaque terme de la deuxième. Ça va donner a fois c, plus a fois d, plus b fois c, plus b fois d. Là, encore une fois, on fait attention aux signes. On met un plus par défaut, mais si c'est plus moins 2, en fait, ce sera écrit moins 2 quelque part. Donc, faites bien attention aux règles de multiplication des nombres relatifs. Et lorsque vous devez utiliser la distributivité ou la double distributivité pour factoriser, là, ça va s'appeler un facteur commun. Par exemple, ici, vous allez remarquer qu'il y a un même nombre qui est multiplié par deux nombres. On peut le mettre en facteur et dans la parenthèse, mettre tout ce qui reste à côté. Donc, si vous avez encore des doutes sur la distributivité, regardez les lives où il y a des exemples détaillés. Et donc là, c'était que la distributivité. S'il y en avait qui avaient des questions sur les identités remarquables, il y en a trois. Trois formules aussi à retenir qui vont vous aider à soit développer, soit à factoriser. Donc, ce sont les trois choses possibles. Distributivité, double distributivité, identité remarquable, sachant qu'il y a trois identités remarquables, vont être utilisées lorsque vous voulez développer ou factoriser. D'autres questions? Oui, tellement. Alors, est-ce que je peux faire un petit rappel des formules des théorèmes? J'imagine qu'on parle de Thalès, Pythagore, etc. La réciproque. Théorème, Thalès, Pythagore. Ah bah voilà, trop fort. Trop fort, j'ai lu dans vos pensées. Le théorème de Pythagore s'applique dans un triangle rectangle uniquement. Lorsqu'un triangle ABC est rectangle en B, alors le carré des deux côtés de l'angle droit est égal au carré de l'hypoténuse. Ça s'écrit en fait AC carré est égal à AB carré plus BC carré. Le théorème de Pythagore va être utilisé pour calculer des longueurs. Donc, ça va être calculer une longueur lorsqu'on sait qu'on est dans un triangle rectangle. Je parle bien du théorème de Pythagore. Mais vous avez également la réciproque ou la contraposée. La réciproque va vous dire quoi? Si vous avez un triangle quelconque, que vous remarquez que le plus grand côté au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, vous pourrez donc déduire que ce triangle est rectangle. Donc, faites bien la distinction. Le théorème vous dit, s'il est rectangle, alors on a l'égalité. Dans la réciproque, vous allez calculer séparément le carré du plus grand côté, calculer séparément la somme des carrés des deux autres côtés et comparer. Si c'est égal, vous pourrez dire, les deux calculs sont égaux. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle. Si l'égalité n'est pas vérifiée, ça voudra dire qu'il s'agit de la contraposée. Donc, vous direz que le triangle n'est pas rectangle d'après le théorème de Pythagore. Qui dit rectangle parle également de présence d'un angle droit et également de perpendicularité de droite. Donc, ça peut aussi servir à montrer que des droites sont perpendiculaires ou qu'un angle est droit. Donc, les théorèmes, on avait dit Pythagore, on va parler de Thalès en même temps. Le théorème de Thalès s'applique dans ce qu'on appelle les configurations de Thalès. Vous, pour les reconnaître, vous devez identifier en fait dans votre figure deux triangles avec un sommet commun et des bases parallèles. Dans la représentation triangle, vous avez un premier triangle ABC, un autre triangle AMN. On est d'accord que ces deux triangles ont un sommet commun qui est A. Ils vont avoir leur base parallèle. MN va être parallèle à BC. Ça, c'est une configuration de Thalès. Dans la configuration papillon, c'est encore une fois la même chose. Vous avez deux triangles ici, ABC et AMN, qui ont
pour sommet commun A et qui ont les bases qui sont parallèles. Donc voilà ce que vous devez identifier. Et après, dans la rédaction, c'est ce que vous avez, tous les exemples que vous avez pu voir. Selon les enseignements, on ne rédige pas forcément de la même manière. Du coup, essayez de vous fier à la rédaction que vous avez utilisée tout le long de l'année et à pas forcément vouloir innover, jouer sur les valeurs gagnantes. Lorsque vous êtes dans une de ces configurations-là, donc là, c'est vraiment très important d'avoir l'information que les droites là sont parallèles, donc que les deux bases sont parallèles, alors vous pouvez écrire des rapports d'égalité. Ça voudra dire que ici, par exemple, AM sur AB est égal à AN sur AC qui est égal à MN sur BC. Pour être sûr que vos rapports sont corrects, assurez-vous que tous les points qui sont au numérateur forment un même triangle. Ici, on a A, M et N. Au dénominateur, pareil, ABC, ça correspond bien au triangle ABC. Et chaque sommet va intervenir deux fois. Vous avez deux fois le A, deux fois le M, deux fois le N. Les deux premiers rapports vont concerner ceux qui ont le sommet commun, donc AM sur AB, AN sur AC. Et le dernier rapport, ça va être en fait les côtés qui correspondent aux bases parallèles. Là, c'est juste un petit moyen de vérifier que vous êtes bon dans les rapports. Vous pouvez également décider, ça dépend de chacun, soit vous faites le petit sur le grand, soit vous faites le grand sur le petit, mais toujours conserver le même ordre. Donc ici, on pouvait bien mettre tous les sommets, tous les côtés qui sont en bas au numérateur et mettre tous les côtés qui sont au numérateur au dénominateur. Ensuite, vous remplacez par les longueurs que vous connaissez et le théorème va vous aider encore une fois à calculer les longueurs quand on est dans une configuration de Thalès. Pour ça, vous allez appliquer un produit en croix ou encore appeler une règle de 3 ou le calcul de la quatrième proportionnelle. Donc le théorème sert à calculer des longueurs et vous pouvez également utiliser la réciproque du théorème qui vous dira que si vous avez les deux rapports issus du sommet commun, donc ici il faudra bien faire attention à ça, il faudrait connaître les rapports issus uniquement du sommet commun. Si les deux rapports sont égaux, alors vous pourrez dire que les droites sont parallèles. Donc la réciproque permet de montrer que les droites sont parallèles. Et la contraposée va permettre plutôt de dire que les droites ne sont pas parallèles. Si cette égalité n'est pas vérifiée, les droites ne seront pas parallèles. La question suivante. Je sais qu'il y en a d'autres. Oh oui, arbre de probabilité. Ouais, arbre de probabilité, ils sont beaucoup à nous demander ça. Arbre de probabilité en troisième, c'est pas réellement attendu, c'est plutôt au programme de seconde, l'arbre de probabilité. Mais l'idée d'un arbre, c'est on va vous donner une expérience aléatoire, ça vous savez ce que c'est, vous aurez des issues, et par rapport à ces issues, vous allez faire différentes branches. On va dire, je dois faire quoi? J'ai trois chemins en fait que je peux emprunter. On va les appeler A, B et C. Donc je vais dire, j'ai le premier chemin qui s'appelle A, le premier chemin qui s'appelle B, le troisième qui s'appelle C. Donc à partir du départ, j'ai trois options. On peut me dire, à chaque endroit, je peux également devoir ouvrir une ou deux portes. Allez, je continue l'étape suivante. Je peux en avoir deux ou je peux avoir autant de branches que possible. Tout va dépendre de l'énoncé. Après les arbres de probabilité, ça m'étonnerait quand même qu'au brevet, vous ayez des arbres de probabilité. Sinon, vous saurez ce que c'est. D'autres questions? Oui, alors, translation, rotation, est-ce que c'est possible de faire un petit rappel? Alors, translation, rotation, là, est-ce que j'ai pris toutes les transformations par hasard? Est-ce que je les ai toutes prises? Oui. Donc, dans les rappels des différentes transformations, celles que vous pouvez avoir sont la symétrie centrale, symétrie axiale, la translation, la rotation, les homothéties. En ce qui concerne la symétrie centrale, ça veut dire que c'est une symétrie par rapport à un point. Le paramètre en fait qu'il faut avoir, l'information qu'il faut quand on vous parle de symétrie centrale, c'est quel est le centre. La symétrie axiale, ce sera par rapport à une droite. La translation, ce sera par ce qu'on appelle un vecteur, et donc vous aurez une droite qui va indiquer la direction du vecteur. Le sens qui va être, dans quel sens on va, est-ce qu'on va de A vers B, plutôt de B vers A, et la distance. Donc, quelle est la distance qui sépare, en fait, quelle est la longueur du vecteur. Les vecteurs sont représentés par des flèches dans vos exercices. On peut, par exemple, vous demander pour une translation, vous avez allez, je vais faire un triangle ici, vous voulez faire une translation, soit on vous mettra une flèche comme ça. On vous dit de faire cette translation par toutes les
transformation que vous avez, obtenir l'image d'une figure, c'est en fait transformer tous les points de cette figure. Ici, vous avez 1, 2, 3 points parce que c'est un triangle. Chaque point va être transformé par ce vecteur-là, par cette flèche. Ça veut dire que vous allez devoir avoir pour lui une droite qui est parallèle, qui va dans le sens de la flèche, donc qui descend et qui fait exactement cette distance. Donc, elle va peut-être se retrouver par là. Vous aurez l'image de ce point et vous décalez comme ça tous les points. Vous obtenez votre nouveau triangle. Là, j'aurais pu faire une flèche un peu... mieux, mais ça va ressembler à ça, en fait, vos translations avec cette flèche. Ou des fois, on vous mettra deux figures et on pourra vous dire par quelle transformation ça a été obtenu. Si vous voyez que c'est une translation, vous devez mettre la flèche. La translation, en fait, ça va être un glissement. Je peux glisser horizontalement, verticalement ou de façon oblique. La rotation, pour une rotation, vous devez avoir un centre, un angle et un sens. Donc, c'est soit le sens des aiguilles d'une montre, soit le sens inverse, le sens contraire. Et pour les homothéties, vous avez un centre et un rapport. Donc après, pour tout ça, c'est regardez bien les lives qui vous donnent tous les détails sur toutes les translations si vous avez encore le temps. Voilà ce qu'il y a d'essentiel sur les transformations. Et après, il y a tout ce qui est conservation de certaines caractéristiques. Dans une symétrie centrale, les distances sont conservées et les angles aussi. Donc si vous avez une figure de départ, vous tracez son symétrique par rapport à un point, toutes les distances les longueurs de la nouvelle figure obtenue vont être égales aux distances de la première figure. Le parallélisme est également conservé. Alors, on a dans la symétrie axiale, pareil. Dans la translation, dans la rotation, vous allez avoir toutes les caractéristiques qui vont être conservées. Les distances, les angles, le parallélisme, tout sera conservé. Par contre, là où il faut faire attention, c'est avec les homothéties. Avec les homothéties, en transformant une figure par une homothétie, c'est l'agrandir ou la réduire. Les angles vont rester les mêmes. Tout ce qui va être parallèle au début va être parallèle à la fin. Par contre, au niveau des distances, vu qu'on dit qu'on agrandit ou on réduit la figure, on n'aura pas les mêmes distances. Les distances de la nouvelle figure seront égales aux distances de la première figure fois le fameux rapport de proportionnalité ou tout simplement le rapport d'agrandissement ou de réduction. Question suivante? Oui, petit rappel pour le PGCD et le PPCD. Alors, PGCD et PPCM. Alors, PGCD, c'est le plus grand commun diviseur, donc le plus grand diviseur commun entre deux nombres. Si on doit vous demander de calculer un PGCD dans un exercice, ce sera un exercice du genre, je veux faire, voilà, j'ai 10 000 bonbons à la fraise, j'ai 300 fraises tagada, j'ai envie de faire des paquets avec chaque article qui sont identiques. Quel est le nombre maximum de paquets que je peux former? Là, vous savez qu'il va falloir diviser la première quantité par un nombre, la deuxième quantité par un nombre. Il faudrait que ce soit le plus grand diviseur commun à ces deux nombres initiaux. Pour ça, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser votre calculatrice. Sur vos calculatrices, les Casio collège, vous avez la possibilité de déterminer le PGCD entre deux nombres. Si vous savez que c'est un PGCD, calculatrice, vous ne prenez pas la tête. Le PPCM, c'est le plus petit multiple commun. Oui, c'est ça, le plus petit multiple commun. Vous allez faire pareil. Il y a aussi une touche pour le PPCM. On peut vous demander là-dedans de faire une décomposition en produits de facteurs premiers. Et lorsque vous avez des produits de facteurs premiers, à partir de là, vous pouvez également trouver le PGCD ou le PPCM. Mais de façon basique, je préfère que vous recommandez d'utiliser la calculatrice. Ça ira beaucoup plus vite. C'était quoi? PGCD, je pense que c'est tout sur les nombres premiers, pendant que j'en parlais. Si vous devez vérifier qu'un nombre est premier, il y a des premiers nombres premiers que vous devez connaître. Si vous ne les connaissez pas, vous ne paniquez pas. Il y a une possibilité pour reconnaître un nombre premier. La décomposition en produit de facteurs premiers signifie que si vous prenez un nombre qui n'est pas premier, on pourra le décomposer en faisant un produit de nombres qui sont premiers. Si vous prenez un nombre qui est déjà premier, sa décomposition en produit de facteurs premiers, ce sera lui-même, parce qu'il a uniquement deux diviseurs, 1 et lui-même. Et on ne va pas écrire 1 fois ce nombre, on écrira uniquement ce nombre. Donc pareil, avec votre calculatrice, vous pouvez faire la décomposition en produit de facteurs premiers d'un nombre. C'est la touche, alors est-ce que j'ai noté quelque part? C'est la touche décomp. Décomp, elle est en seconde fonction avec la barre de division euclidienne.
Donc, entraînez-vous à la repérer avant. Vous allez d'abord saisir le nombre que vous voulez décomposer, ensuite saisir sur taper seconde fonction et décomposition, et il vous donne la décomposition. Si vous faites ça et que le résultat affiché est le même que le nombre que vous avez saisi, ça veut dire que ce nombre est premier. Ça vous permettra de vérifier qu'un nombre est premier si vous avez cette notion à utiliser. Si on vous demande de décomposer en produit de facteurs premiers, eh ben vous aurez juste à recopier le résultat. Ce sera des chiffres avec éventuellement des puissances. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Alors, ils sont beaucoup à demander des rappels sur Scratch, mais c'est très long, j'imagine, à expliquer. Scratch. Les rappels sur Scratch, c'est hyper long. Du coup, Ouais. j'ai même fait le choix de ne pas du tout mettre là, de ne pas mettre ça ici, parce qu'on aura... ça prendra beaucoup de temps. Sur Scratch, Alors, ça... on a un manuel, si tu veux, je le mets dans le chat. On a le manuel et puis on a le live avec le début de Scratch. Et on va plutôt... Qu'est-ce que j'ai pris sur l'algorithmique et la programmation? Là, c'est les tableurs. Est-ce que j'ai pris un algorithme classique? Non, j'ai pas pris. J'ai pas pris d'algorithme, mais je préfère les tableurs. En fait, sur Scratch, ce qui va être important, ce sera d'identifier quelles sont les variables et d'essayer d'appliquer l'algorithme, d'essayer de tracer si c'est une figure à construire, si c'est un calcul à faire, de bien faire toutes les étapes du calcul en détaillant chaque étape, en respectant bien les priorités opératoires. Et dans tout exercice d'algorithmique, basez-vous beaucoup sur le sujet, sur l'énoncé. Des fois, on pourra juste vous demander que fait cet algorithme, quel est le résultat de l'algorithme. Il faudra le voir. Si vous êtes entraîné sur Scratch cette année, ça devrait aller. Sinon, essayez vraiment de comprendre quelles sont les commandes, qu'est-ce que ça va donner. Sur le tableur, qui a aussi de très fortes chances d'arriver parce que vous êtes sûr d'une chose, si tout le monde peut mettre sa main à couper sur une information, c'est que vous aurez au moins un exercice qui parlera d'algorithmique ou encore de tableur au brevet. Le tableur se présente comme ça. Vous avez ce qu'on appelle une feuille de calcul. Les lignes sont représentées par des numéros, donc de 1 à je ne sais pas combien. Les colonnes sont représentées par des lettres. Et chaque cellule, du coup, a une position qui est indiquée par son numéro de ligne et la lettre qui représente sa colonne. Vous avez là, ça va souvent s'afficher, ce sera la cellule qui est sélectionnée. Ici, on a ce petit encadré qui montre que la cellule A1 est sélectionnée. On va aussi voir que la couleur ici du A n'est pas exactement la même que les autres. Elle est un peu plus foncée. Ici, c'est le 1 qui est un peu plus foncé. Donc, ça veut dire que sur l'écran où cette image a été capturée, la souris avait cliqué sur cette case. Et de toute façon, la case s'affiche ici. Donc, on est sur A1. Là, vous allez avoir la formule qui est saisie dans la case en question. Si j'ai marqué le carré de quelque chose, le carré va apparaître là. Dans les formules qu'on va vous demander, si on vous dit quelle formule saisir dans telle case pour obtenir tel résultat, toute formule commence par un égal. Donc là, en fait, ce qu'on vous demande, c'est qu'est-ce qui va s'afficher dans cette case. Ça va toujours commencer par un égal. La multiplication, pour l'écrire, elle est représentée par une étoile. La division, c'est la barre de division. Lorsque vous voulez faire le carré d'un nombre, vous pouvez écrire le nombre avec le petit chapeau et 2. Donc, si je veux faire le carré de A1, imaginons A1 ici, j'ai 3. Je veux calculer le carré de ça et je vais le mettre dans B2. Dans B2, ici, je vais venir écrire égal A1. Je vais mettre le petit chapeau 2. Il comprendra que je veux faire le carré de A1. Si c'est compliqué, vous basez sur la définition du carré. Le carré d'un nombre, c'est ce nombre multiplié par lui-même. Donc, pour le carré, vous pouvez également, si vous ne vous souvenez pas de ça, écrire A1 fois A1. Ça passera aussi. Dans les priorités des opérations, si vous avez fait un premier calcul avant, que vous devez faire le carré de ce premier calcul, pensez bien aux parenthèses. C'est bien le carré de tout ce qui a été fait avant. Donc, tout ce qui a été fait avant sera entre parenthèses. Et ce qui est des sommes, si on vous demande la somme de plusieurs cases, si vous avez juste 2-3 cases à additionner, vous pouvez écrire A1 plus B1 plus C1 ou bien A2 plus B2 plus C2. Et si c'est une longue plage, imaginons on va de A à E, là c'est déjà, ça commence à faire déjà beaucoup de cases, vous pouvez tout simplement écrire égal, somme, vous ouvrez une parenthèse, vous saisissez la première case, ici par exemple ça va être A1, vous mettez 2 points et vous sélectionnez la dernière case que vous voulez. Donc ici ça va être E1. La somme peut également être faite en colonne. Si vous voulez votre
colonne ici, ce sera somme de A1 par exemple jusqu'à A10, à ce que vous voulez. Il faut juste identifier en fait le nom de la case sélectionnée. Donc voilà ce qui va être important dans les tableurs. Est-ce qu'il y a autre chose sur les tableurs par exemple? D'autres questions si tu veux. Oui, sinon, oui, allez, d'autres questions. Autre chose. Alors ils sont beaucoup à nous demander des rappels sur les fonctions, etc. Oui, les fonctions. Oui. Les fonctions, où sont-elles? Où sont les fonctions? Et je suis sûre qu'en défilant, mes slides vont aussi vous donner des idées. Hein. Donc, n'hésitez pas. S'il y a des... Donc, fonctions. Quand il s'agit de fonctions en troisième, vous avez des choses à savoir faire à tout prix. C'est calculer l'image d'un nombre. Trouver le ou les antécédents d'un nombre. Savoir reconnaître une fonction affine, savoir reconnaître une fonction linéaire et garder en tête que fonction linéaire et notion de proportionnalité sont entièrement liées. Après, dans les représentations, vous avez savoir qu'une fonction affine et linéaire est représentée par une droite et connaître leur formule. Donc, on va être là, c'est plus simple. Quelle que soit la fonction que vous avez, donc vous avez image antécédent, les images sont sur l'axe des ordonnées, les antécédents sur l'axe des abscisses. Les fonctions affines et linéaires sont des cas particuliers des fonctions de façon générale. La fonction affine est définie par AX plus B. Le A, c'est le coefficient directeur, le B, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, graphiquement, ça va être une droite qui va venir couper l'axe des ordonnées en un point. Si vous devez trouver le B, par exemple, ce sera la valeur qui est là, sur l'axe des ordonnées. Pour trouver le coefficient A, je pense que ça, on peut également vous le demander. Il faudra trouver deux points qui sont sur la droite. Regardez de combien vous vous déplacez verticalement, de combien il faut se déplacer horizontalement et de faire le calcul. Après, ça, c'est vraiment si l'exercice est poussé. A priori, on ne devrait pas vous demander ça. Ce qui peut être intéressant, c'est de remarquer que si le coefficient directeur ici est positif, vous aurez une droite croissante. Si le coefficient est négatif, la droite sera décroissante. Là, par exemple, si vous avez comme formule moins x plus 3, cette droite va couper l'axe en B est égal à 3. Mais comme ici, on a un moins devant le x, ça veut dire que le a est égal à moins 1. On est donc dans le cas où la droite est décroissante. Elle va donc décroître. Et ici, on va avoir la valeur 3. La fonction linéaire, c'est un cas particulier de la fonction affine où le b ici est nul. Donc, il n'y a plus de b, il y a juste a fois x. Et ça, c'est clairement la formule utilisée pour la proportionnalité. Deux grandeurs sont proportionnelles quand on multiplie l'une par un nombre pour obtenir l'autre. Et ça va être une droite qui passe par l'origine. Donc, au lieu d'avoir une droite qui passe là, elle va passer par l'origine du repère. Elle sera croissante quand le a est positif, décroissante quand le a est négatif. Et je pense que c'est tout. Après, les fonctions constantes, non, vous n'en aurez pas besoin normalement. D'autres questions? Oui, équation, inéquation. Je le sentais venir, ça. Équation, inéquation. Ai-je une page blanche quelque part? Équation, inéquation. Grosso modo, même principe. Dans équation, il y a égalité. Dans inéquation, il y a inégalité. Qui dit inégalité dit que ça peut être une inégalité au sens strict ou encore au sens large. Donc, vous pouvez avoir tous les symboles possibles. Dans le cas de l'équation, la chose à faire, c'est d'isoler le x pour trouver sa valeur. Tant que vous n'êtes pas arrivé au résultat x égale quelque chose, vous n'avez pas fini de résoudre votre équation. Le mieux, c'est de façon conventionnelle de mettre tout ce qui concerne le x à gauche et les nombres à droite. Après, vous faites comme vous êtes à l'aise pour réussir à déterminer, à résoudre l'équation. Prenons par exemple, alors là je vais en inventer une, on va faire 5x plus 1 est égal à 9x moins 2. Vous voulez résoudre cette équation. Vous allez donc dans un premier temps regrouper tous les x et regrouper les nombres. Comme on veut avoir les x à gauche, le 9 va venir rejoindre le 5. Mais pour pouvoir l'éliminer de là, ce qu'il faut faire, c'est faire moins 9x à gauche et à droite. Donc là, je vais obtenir 5x moins 9x. Après, vous pouvez aller étape par étape, mais je vais le faire ici en une fois. Là, le 9, il est passé là.
Et au même moment, je vais faire venir le 1 ici. Mais le 1, comme il y a 1 plus 1, ça va être moins 1 de l'autre côté. Donc le moins 2, je commence par le noter parce qu'il était là. Moins 1. Après, il faut réduire. J'ai 5x moins 9x, différence entre deux nombres. Et vous avez ici donc moins 4x qui va être égal à moins 2 moins 1 qui est donc égal à moins 3. Et dernière étape de l'équation, c'est la phase de division où vous voulez avoir uniquement le x. Ce qui vous dérange à côté de x, c'est tout le moins 4. On va donc diviser par moins 4. On aura x égale moins 3 sur moins 4. Donc ça fait moins 3 sur moins 4. Il y a 2 moins, les moins vont s'annuler. Et votre réponse finale sera x égale à 3 quarts. Là, vous avez la réponse voulue. Ce qui va être délicat dans les inéquations, c'est que lorsque vous allez diviser par un nombre, il faudra toujours faire attention au nombre par lequel vous divisez. Donc là, je vais faire comme si... Alors, est-ce que je peux effacer ça sans tout enlever? Allez, on va faire ça. Hop. Je garde la même, je vais juste transformer ça, je veux une inégalité comme ça. Ça devient inférieur égal, c'est plus une équation que je résous, c'est une inéquation. Là, j'obtenais quoi ici? Moins 4x inférieur égal à moins 3. Ce qui va être délicat là, c'est se dire on divise par moins 4. Dès qu'on divise ou qu'on multiplie par un nombre négatif, l'inégalité va changer de sens. Donc là, au lieu d'avoir un inférieur égal, vous n'oubliez surtout pas de changer le signe. Et ensuite, vous pourrez écrire x. Et là, on avait toujours le 3 quarts de tout à l'heure. Voilà ce qui va être délicat dans les inéquations. Faites surtout attention à ça. Additionner, soustraire, il n'y a pas de problème. Dès qu'il s'agit de multiplier, diviser, faites attention. Si vous divisez ou vous multipliez par un nombre négatif, ça change. Si on avait eu un 4 ici et pas un moins 4, on pouvait conserver le sens de l'inégalité. C'est bon. C'est vrai, dernier rappel. Sur les équations, vous pouvez avoir des équations produits nuls. Les équations produits nuls, ça va être des équations, vous avez deux termes qui sont... Vous avez deux termes... Ah bon, on va effacer tout ça. J'ai plus de place. Donc, dans équation produit nul, vous avez deux facteurs et vous avez un facteur donc par un autre qui est égal à 0. Ça va ressembler à ça. Quelque chose fois quelque chose égale 0. Comme vous connaissez tous très bien vos tables de multiplication, vous savez que le seul moyen d'obtenir 0 lors d'une multiplication, c'est que l'un ou l'autre des facteurs soit égal à 0. Donc, ici, on va avoir soit ce truc est égal à 0, ou alors, c'est cette chose qui sera égale à 0. Bon, vous n'aurez pas des triangles et des rectangles dans votre énoncé, vous aurez des vraies expressions. Donc, si vous aviez 2x moins 3 facteur de 15x plus 2 égale à 0, premier réflexe, c'est dire, je vais prendre tout ça égal à 0, faire ça égal à 0, donc je vais avoir deux équations à résoudre, et ensuite dire quelles sont les deux solutions. Donc ça donnera 2x moins 3 égale à 0, ou encore 15x plus 2 égale à 0. Après, il n'y a plus qu'à résoudre ça jusqu'à ce que vous ayez x égale, résoudre ça jusqu'à ce que vous ayez x égale, et là, vous avez terminé. C'est bon, on peut passer à la prochaine question. Petit rappel sur la géométrie dans l'espace, les formules, tu avais prévu quelque chose? Géométrie dans l'espace. Ah oui, ça doit être les volumes. Oui, exactement. Les volumes et les aires. Etc., ouais. J'ai cru que c'était un élève de terminale S. Est-ce que j'avais de la... Ah non, est-ce que j'avais de la géométrie en fait? Je l'ai vu passer tout à l'heure. Ce qui va être important dans la géométrie, c'est quoi? Ah, ça va être ici. En fait, il me manque un bout. Il doit me manquer un petit bout, je ne sais où. Bon, tant pis. Tant pis, je ne l'ai plus. Je pensais l'avoir, mais je ne l'ai plus. Dans la géométrie dans l'espace va surtout concerner le calcul de volume. Qui parle de calcul de volume parle également de calcul d'air. Parce que là, je crois que c'était le dernier live d'ailleurs qu'on a fait, la semaine dernière, ou je ne sais plus quelle date.
où vous avez deux formules principales pour les volumes. Pour tout ce qu'on appelle les solides réguliers avec une base et une hauteur en fait qui reste uniforme. Donc vous aurez deux bases qui sont parfaitement parallèles et identiques. Vous avez la première formule. Le volume, c'est l'aire de la base fois la hauteur. Et dans l'autre cas où vous avez des solides qui ne sont pas entières, qui ne sont pas uniformes, ce sera le cas de la pyramide, du cône, vous allez devoir faire l'aire de la base fois la hauteur, le tout divisé par 3. Après là, pour le rappel des aires, regardez juste le début du dernier live, je rappelais toutes les formules. Vous devez également les avoir au début ou à la fin de vos livres. Identifier quelle est la nature de la base. Ici, dire qu'on fait l'aire de la base, c'est se dire si la base est un cercle, je dois faire l'aire du disque multiplié par la hauteur. Le plus dur dans le calcul des volumes, ce sera d'identifier la base du solide et d'identifier sa hauteur. Mais ça, généralement, dans les énoncés, si vous lisez bien, on vous dit telle chose est d'une forme de tel solide, ayant pour base cette chose et pour hauteur cette chose. Donc, généralement, on vous guidera. Et si on ne vous guide pas, à vous d'identifier qui est la base, qui est la hauteur. Et dès que vous avez la base, c'est bien l'aire de la base qu'il faut faire fois la hauteur ou l'aire par 3. L'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. La conversion entre volume et contenance, retenez bien ça, 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Vous pouvez également avoir des agrandissements, des réductions. Si vous voulez le volume, imaginez, vous avez un cône, bon, j'aurais pu faire ça comme ça, qui a été sectionné ici. Les sections se font toujours de façon parallèle. Ce petit cône va être une réduction du grand cône qui est là. Si vous voulez calculer le volume de cette partie, il va falloir faire le volume de tout ça, le volume de tout ça, et faire tout le grand moins le petit pour obtenir cette partie-là. Après, si vous connaissez le volume du plus petit que vous voulez passer au volume du plus grand, ça va passer par le rapport de réduction. Donc ici, on parle bien d'agrandissement, de réduction. Quand vous êtes dans un agrandissement ou dans une réduction, hop, pas la bonne diapo. Lorsque vous êtes dans un agrandissement ou une réduction, le rapport K, c'est égal aux dimensions de la figure finale sur les dimensions de la figure initiale. Si le rapport est plus grand que 1, ce sera un agrandissement, ou s'il est plus petit que moins 1, ce sera également un agrandissement, et s'il est compris entre moins 1 et 1, ce sera une réduction. À partir de là, si vous connaissez le K, toutes les longueurs, donc tout ce qui va être exprimé en centimètres, en mètres, en décimètres, va être multiplié par K. Là, il faudra faire très attention, c'est pour les aires. Si je connais l'aire de ce petit disque, je sais que je l'ai agrandi ici d'un rapport K. Allez, on va dire qu'on a multiplié par 3. Ici, le rapport K, c'est 3. Si je veux calculer l'aire de ça connaissant ça, il suffira de multiplier cette aire par le rapport au carré. Donc ici, si l'aire ici c'était A, là je vais avoir A fois 3 au carré qui est égal à 9. Si c'était le cône que j'avais dessiné tout à l'heure, pour passer du volume du petit cône au volume du grand cône, vous multipliez par le coefficient au cube. Donc faites aussi attention lorsque vous avez des coefficients en fraction. Si le rapport K c'est 1/2, K carré pour les aires ce sera donc 1/4, et K au cube ce sera, j'ai dit quoi, ce sera 1/8. Voilà. Je pense que c'est tout ce que je peux dire pour l'instant sur les aires et les volumes. Ok. Alors, probabilité, il y a des probabilités au brevet? Oui. Eh ben, ils sont chauds pour en entendre parler. Il y a des probabilités, et de fortes probabilités qu'il y ait des probabilités en plus. Proba, où es-tu? Où êtes-vous? Où elles sont passées mes petites probas? C'est pas ça. C'est pas ça. Tac. Géométrie, oui. Ça devait être un peu plus loin. Hop, hop. Ah. Les fonctions, on a vu. Ça. Hop. Donc, probabilité. Probabilité ou statistique, je vais vous le faire toute la totale. Déjà, de la différence entre les deux. Tout ce qui va être probabilité, c'est
des choses qui ne se sont pas produites. On se dit, je vais faire cette chose, quelles sont, je vais effectuer plutôt telle action, tel événement va se produire, quelles sont les chances qu'on ait ce résultat ou qu'on ait ce résultat. On est en train de parler du futur, on est dans les probabilités. Tout ce qui concerne les statistiques, c'est ce qui s'est déjà passé. On a observé que lors de ce live, ils sont combien à être connectés? Là, ils sont actuellement 1015. Ok, vous êtes 1015 à être connectés. Bon, je ne vais pas vous demander combien ont posé la question sur les probas, mais on va dire que sur les 1015, allez, il y a 500 qui se posent des questions sur la proba. On a observé que vous étiez 1000 et les questions ont déjà été posées sur la probabilité. Donc, statistiquement, la proportion des élèves qui passent leur brevet dans 2 jours, qui sont intéressés par la probabilité, va être égale à le nombre qui pose la question sur l'effectif total. Si c'était dans le futur, on se dit, bon, on suppose qu'on accueille 1015 personnes, parmi eux, il y a 500 possibilités, il y en a 500 qui se sont dit qu'ils allaient peut-être poser une question sur les probas, ce serait en fait le même principe toujours, le nombre d'issues favorables sur le nombre d'issues totales. Donc finalement, statistique, probabilité, ça reste un peu le même concept. Ce qu'il va falloir identifier, vous, c'est de quoi on parle. C'est-à-dire, quelle est la caractéristique qui est observée. Ici, moi, je m'intéressais à l'événement, les élèves connectés posent une question sur la probabilité. Ça peut être tirer une boule bleue, tirer une boule verte, obtenir un nombre premier, obtenir un nombre pair, un nombre impair, tout ce que vous voulez. Et toujours se demander, du coup, qu'est-ce qu'on observe en fait là-dedans? Est-ce que c'est une couleur? Est-ce que c'est une quantité? Qui est concerné? Dans le qui est concerné, ici, ce sont clairement les participants à ce live. Et combien y en a-t-il? Ça va être l'effectif total, d'une part, et combien correspondent à cet événement qu'on est en train de regarder. Et donc, pour les probabilités, je pense que c'est tout. Dans toute probabilité qu'on vous demandera, faudra bien définir l'événement. Si on vous dit, on a 10 boules bleues, 5 boules rouges, des boules de je ne sais pas quelle couleur, quelle est la probabilité que la boule soit de telle couleur, vous devez vous dire, je m'intéresse à obtenir telle couleur. J'en ai 5 de telle couleur, j'en ai 15 au total, et voilà, je vais faire 5 quinzièmes et vous donner sous forme d'une fraction irréductible. On est dans les probas. D'autres questions ou sinon j'enchaîne sur les statistiques avant de devoir... Statistiques, on peut un petit peu si tu veux. Ok, parce que sinon j'allais encore me perdre dans mes diapos. Dans les statistiques, vous devez savoir calculer une moyenne. La moyenne, c'est généralement le nombre qui correspond à... Bon, la moyenne, vous savez faire. Vous savez normalement calculer vos moyennes. Vous avez différentes matières, vous avez différentes notes. Elles peuvent ne pas avoir le même coefficient. Ce qu'il va falloir faire, c'est multiplier chaque note par son coefficient, additionner en fait à chaque fois le produit d'une note et de son coefficient, et diviser par le total des coefficients. C'est le même principe lorsque vous calculez une moyenne dans une série. Si la série est donnée sous forme de tableau, si dans un tableau vous avez, allez là ce sera les XI, les NI, hop. Donc vous aurez, dans tous les tableaux que vous faites, que ce soit statistique ou proba, pensez bien toujours à avoir ici la colonne du total. Le total va être important pour vos différents calculs. Si vous avez une valeur de 2, donc la valeur X c'est 2, et puis on peut dire qu'il y a 15 personnes qui correspondent à ce 2. Au lieu d'avoir une liste où vous avez 2 qu'on écrit 15 fois, on le regroupe dans un tableau. Donc là, il faut bien penser à faire 2 fois 15. Et si c'est une liste qui est donnée, tout ce que vous aurez à faire, c'est d'additionner tous les termes de la liste et de diviser par le nombre de termes total. Des fois, on est cool avec vous, on vous dit quelle est la taille de la population. L'étendue, c'est une des choses aussi la plus facile à retrouver. Dans un tableau, dans une série statistique, vous avez un ensemble de valeurs. L'étendue, ça va être la plus grande valeur, moins la plus petite. Et la médiane... Voilà ce sur quoi je voulais revenir à tout prix. La médiane en statistique, c'est la valeur, une valeur qui va permettre de diviser un effectif en 2. Quel que soit le cas pour la médiane, la première chose à faire, c'est de regarder combien de personnes il y a. Si c'est un effectif pair que vous voulez diviser en 2, donc là, il y aura exactement le même nombre de personnes dans chaque groupe. Pour trouver la valeur de la médiane, vous allez prendre les 2 valeurs centrales et faire la moyenne de celle-ci. Donc, vous ferez
cette valeur plus cette valeur divisé par 2. Pour trouver le rang de la valeur, imaginez que vous avez 8 personnes. Ben là, il y en a 8, clairement. S'il y a 8 personnes, la moitié de 8, c'est 4. Donc, vous allez devoir prendre la 4e valeur et la 5e valeur. Si l'effectif était de 10, vous auriez pris la 5e valeur et la 6e valeur que vous allez additionner et diviser par 2. Lorsque l'effectif est impair, la médiane va être en fait le seul qui reste au milieu. On va en mettre 4 d'un côté, 4 de l'autre. Il va en avoir un seul qui est au milieu et là, ce sera la médiane. Ce qu'il ne faudra pas confondre dans la médiane, ce sera combien de personnes vous avez, dans quel rang des valeurs qu'on prend et quelle est la valeur en elle-même. Et avant de faire toute médiane, la première chose à faire, c'est de ranger la série dans l'ordre croissant. Si ce sont des notes, bien les mettre dans l'ordre croissant, 1, 2, 5, 10, etc. Et pas le faire dans le tableau brut ou dans la liste brute telle qu'elle est donnée. Parce que là, on considère qu'ils sont rangés par ordre croissant et vous pourrez donc déterminer ici quelle est la 5e valeur, quelle est la 10e valeur, quelle est la valeur qui correspond à la médiane. Voilà, voilà. Prochaine question, s'il vous plaît. Petit rappel, trigonométrie, ils sont beaucoup à en demander. Trigonométrie, ouais. On va dire que j'y étais il n'y a pas si longtemps. Ah. J'y étais. Trigo. On va retrouver ça. Trigo. Doit être pas très loin. Ouais, c'est là. Donc, trigonométrie. En trigonométrie, vous avez 3 formules à retenir. Le cosinus, le sinus et la tangente. Donc, le SOHCAHTOA, je sais, il y en a qui vont encore répliquer en donnant leur mémotechnique que je ne prononcerai pas. Mais je reste sur le SOHCAHTOA. Après, vous avez vos mémotechniques pour les retenir. Dans la trigonométrie, quand est-ce que vous savez que vous devez utiliser de la trigonométrie? C'est que vous êtes dans un triangle rectangle. Vous avez des relations entre des longueurs et des angles. Dans le triangle, ce qui sera important d'identifier, c'est dans un premier temps l'hypoténuse. L'hypoténuse, quel que soit le cas, ne change pas. C'est le plus grand côté du triangle rectangle. Les côtés opposés et adjacents, là, tout va dépendre de l'angle qu'on est en train de choisir. Ici, allez, le seul angle que moi je prends dans cet exemple, allez, c'est l'angle de sommet A. Donc le sinus de cet angle va être égal au côté qui lui est opposé sur l'hypoténuse. Côté opposé à celui-là, c'est celui qui n'a aucun côté au commun. Donc ça, c'est pas l'hypoténuse et c'est pas celui-là. Donc le côté opposé, c'est celui qui est en face. Il n'est pas du tout collé à l'angle. Et le côté adjacent, c'est celui qui est collé à l'angle. Le côté adjacent va être utilisé pour le cosinus. Donc cosinus égale à côté adjacent sur hypoténuse. Donc le SO, c'est pour le sinus, le K pour le cosinus, et le TOA pour la tangente. Tangente qui est égale au côté opposé sur le côté adjacent. Encore une fois, on a un angle, on connaît son côté opposé, on connaît son côté adjacent. Si c'était l'autre angle qui était en jeu, si c'était l'angle C ici qui était en jeu, le côté opposé AC, c'est donc le côté AB, et le côté adjacent AC, c'est le côté CB. Donc, à partir de là, les formules de trigonométrie vont vous permettre, donc, soit on vous demande tout simplement de calculer le sinus, le cosinus d'un angle. Dans ce cas, vous écrirez bien, pas juste sinus égale à côté opposé sur hypoténuse, vous identifiez bien le nom de l'angle. Si c'est un triangle comme ça, où il n'y a pas d'ambiguïté, ou si je dis l'angle A, c'est uniquement celui-là, je peux écrire sinus de A. Si par contre, j'ai une figure différente, où ici j'ai un autre point qui s'appelle K, en disant l'angle A, ça peut être celui-ci ou celui-là, je vais être obligé de nommer l'angle et de l'appeler, si c'est celui-là que je veux, CAB ou BAC. Donc, dans vos notations pour la trigonométrie, pensez bien à écrire sinus de l'angle, j'ai dit que je notais bien ce qu'il fallait, BAC, sans oublier le chapeau, égale. À partir de là, on a dit quoi? Sinus, côté opposé sur hypoténuse. Le côté opposé, c'est ici BC. Donc, on remplace par les lettres BC sur l'hypoténuse qui est AC. Et là, une fois que cette formule est écrite, soit vous connaissez les deux longueurs. Dans ce cas, on sera probablement en train de vous demander de trouver la valeur de l'angle. Vous allez dans un premier temps calculer le sinus. Vous allez trouver cette valeur et utiliser votre calculatrice en faisant sin moins 1. Donc, c'est la touche qui va au-dessus du sinus. En faisant seconde et sinus, vous aurez donc sin moins 1
Là, je vais reprendre les valeurs qui sont là. Hein. Je vais réécrire BC sur AC. Ça va être égal en fait à la mesure de l'angle BAC. Ça, c'est si vous devez calculer la mesure d'un angle. Voilà à quoi peut servir le sinus. Des fois, vous connaissez l'angle. Si jamais vous connaissez l'angle, vous êtes d'accord qu'il n'y aura aucun intérêt que vous connaissiez l'angle et les deux côtés. Si vous connaissez l'angle, ça veut dire qu'il y aura un des deux côtés à calculer. Et là, ça va être encore une fois un produit en croix. Si l'angle mesure 30 degrés, vous aurez sinus de 30 qui est égal à BC, on va dire par exemple, c'est 5 sur AC. Dans ce cas, le côté à calculer, c'est AC. Règle de 3, au produit en croix, le AC va remonter. Et donc, AC sera égal à 5 sur le sinus de 30. Donc, dans la règle de 3, c'est bien observer est-ce que vous devez faire une division, une multiplication. Et je pense que c'est tout pour la trigonométrie. Ok, alors ils sont pas mal à demander, petit rappel de pourcentage des réductions, augmentations. Je suis sûre que j'avais lu dans vos pensées, mais c'est... Pourcentage, je les ai également vus. Ce que j'avais juste pas anticipé, c'était l'ordre dans lequel les questions allaient tomber. Hop. Pourcentage, il peut être où déjà? Ça doit être après ça. Est-ce que j'ai pu le mettre? Oui, pourcentage. Pourcentage, là je fais un gros rappel. Pourcentage, ça peut être tout seul, mais ça peut également être lié aux fonctions. De façon la plus simple possible, lorsque vous avez un pourcentage. Vous avez une valeur initiale, vous voulez passer à une valeur finale. Dans tous les cas, pour calculer la valeur finale, vous allez devoir passer en fait par la notion de coefficient. Lorsqu'on augmente une valeur de t%, on multiplie par 1 plus t sur 100. Donc si j'augmente de 10%, je vais multiplier par 1 plus 10 sur 100. 10 sur 100, c'est égal à 0,1. 1 plus 0,1, c'est égal à 1,1. Donc, augmenter de 10%, c'est multiplier par 1,1. Réduire de 10%, ça va être faire 1 moins 10 sur 100. Donc, si c'est moins t%, ici, c'est soit en plus, soit en moins lorsque c'est une réduction. Lorsque c'est une réduction, j'aurai donc 1 moins 0,1, ça revient à multiplier par 0,9. Là, vous avez le coefficient. Si vous connaissez la valeur initiale, vous connaissez le pourcentage. Pour trouver la valeur finale, il faudra donc faire valeur initiale fois le coefficient. Pour partir de la valeur finale à la valeur initiale, ce sera donc une division par le coefficient. C'est pour ça que cette notion de coefficient est importante. Lorsque vous appliquez juste un pourcentage à quelqu'un, on veut se dire, allez, il y a 40% de ce groupe qui correspond à telle caractéristique, on va juste faire 40% de la chose. Prendre donc la chose fois 40 divisé par 100. Mais si on dit qu'il y a une augmentation ou une diminution, pensez bien à ça. Un plus ou un moins. Si vous connaissez la valeur initiale et la valeur finale et qu'on vous demande de calculer le pourcentage, là, va falloir être un peu plus attentif parce que le coefficient ici est égal à la valeur finale divisé par la valeur initiale. Là, c'est bien le coefficient. Or, on sait que le coefficient est égal à 1 plus le taux divisé par 100. Donc, finalement, pour obtenir votre taux, si vous devez le donner le pourcentage sous forme décimale, vous allez faire le coefficient que vous allez trouver. Moins 1, ça vous donnera un nombre à virgule, 0,1 par exemple. Et pour trouver ce que ça vous donne en pourcent, il n'y a plus qu'à multiplier par 100 et écrire le symbole de pourcentage derrière. Et je pense que c'est tout pour les pourcentages. Ok. Petit rappel sur les nombres premiers, s'il te plaît. Les nombres premiers. Hop, tac, 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 tac. Oups, je suis allée trop loin. Les nombres premiers. Donc, le nombre premier, c'est un nombre qui admet exactement 2 diviseurs. Donc ça, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus pour quelle raison. 1 est lui-même. Si tu veux reconnaître un nombre premier, c'est soit faire la liste des diviseurs, voir qu'il n'y a que 1 et lui-même. Sinon, ce que je donnais comme astuce, c'était avec la calculatrice. Du coup, je n'avais pas la diapo sous les yeux, ça tombe bien.
pour décomposer en nombre premier. Donc sur votre calculatrice, vous avez la touche de seconde fonction ici. Et la touche décomp, je peux elle est quelque part par là. Alors je ne vois pas très clair, elle est quelque part ici. Elle est juste au-dessus de la division euclidienne. La division euclidienne ressemble à ça. Et juste au-dessus, vous avez marqué en jaune décomp. Pour vérifier qu'un nombre est premier, si vous avez vos calculatrices, là, vous pouvez par exemple tester. Hein. On sait tous que 8 n'est pas premier. Si vous écrivez 8 à la calculatrice et que vous appuyez ensuite sur seconde fonction et la touche de division euclidienne, vous aurez comme résultat la décomposition en produit de facteurs premiers de 8. Donc ça peut vous aider à répondre à cette question-là. Et également à remarquer que ce nombre n'est pas premier parce qu'il n'aura pas comme seul diviseur 8 et lui-même. 8 et 1, pardon. Si vous saisissez un nombre premier, donc 13, on sait qu'il est premier. Si vous saisissez 13 et vous faites la même manipulation, le résultat qui va s'afficher, c'est 13. Donc autant vous avez ça dans la définition des nombres premiers, mais après là on est 2 jours avant le brevet. Tout ce que je peux vous dire, c'est d'être le plus efficace possible. Si la calculatrice peut vous aider à vérifier qu'un nombre est premier parce que vous ne vous souvenez plus de la définition, de tous les nombres que vous avez appris, vous avez un doute, vous vérifiez comme ça. Vous saisissez le nombre, vous faites exé, vous faites la touche seconde fonction et division euclidienne et vous aurez donc le résultat. Je crois que sur les nombres premiers, c'est tout. Comment est-ce qu'on utilise les nombres premiers? Ils peuvent être utilisés pour... plutôt la décomposition en facteurs premiers peut être utilisée pour rendre une fraction irréductible. Si vous avez un numérateur, un dénominateur, ils sont assez grands, mais c'est vraiment des grands chiffres, vous voulez faire rendre cette fraction irréductible, vous avez deux possibilités. Donc, quelqu'un posait la question au début sur le PGCD. Soit vous calculez le PGCD des deux et vous divisez par le PGCD, sachant que normalement, le PGCD, après, il y a des polémiques sur est-ce que c'est encore au programme ou pas. Bon, ce qui n'est pas au programme, c'est l'ancien calcul que les élèves de 3e avaient avant vous. Ils devaient vraiment faire un long calcul détaillé des algorithmes pour pouvoir calculer le PGCD. Vous avez votre calculatrice, donc ça peut vous aider à réduire une fraction. Une façon de réduire, c'est juste taper ça à la calculatrice, elle vous donnera la fraction réduite. Mais comme vous devez justifier, il faut soit utiliser le PGCD et montrer que vous avez fait ça va être égal à n divisé par le PGCD. Là, c'est la valeur que vous aurez trouvée de n et de d. Et au dénominateur, vous aurez la valeur de d divisé par, pareil, PGCD de n et de d. Ça peut vous permettre de justifier. Vous pouvez le faire avec la décomposition en facteurs premiers également. Vous allez écrire donc le numérateur avec sa décomposition en facteurs premiers. Ça va revenir à l'écrire sous forme de nombre premier et puis de puissance. Vous aurez donc des exposants en haut, des puissances en bas, et après il n'y aura plus qu'à simplifier pour réussir à tomber sur les résultats. Mais encore une fois, vous ne faites ça que si la justification est vraiment demandée, si vous avez le temps d'aller jusqu'au bout. Si ça fait partie d'un calcul intermédiaire pour répondre à une question bien plus importante, vous utilisez la calculatrice. Les fonctions, on a fait? Oui. Triangle semblable, est-ce que tu peux faire un petit rappel? Les triangles semblables, alors là, j'ai pas de support sur les triangles semblables, mais je vais le faire à l'oral. Super. Les triangles semblables, vous devez apprendre vos propriétés pour pouvoir les reconnaître. Des triangles semblables, en fait, ça va être des triangles qui sont, qui ont deux paires d'angles de même mesure. On dit que deux triangles sont superposables lorsque, en fait, les angles coïncident. En gros, ça veut dire que l'un est un agrandissement ou une réduction de l'autre. Ou encore, s'ils sont identiques, c'est un cas particulier. S'ils sont semblables, ça veut dire que cet angle va être égal à celui-ci, celui-ci va être égal à celui-ci, et enfin, celui qui est là va être égal à celui qui est là. Après, dans les faits, ce n'est pas toujours aussi bien représenté. On peut vous les tourner, à vous de trouver ensuite quels sont les angles homologues. Si deux angles ont la même mesure, on dit qu'ils sont homologues. Ce que vous aurez à faire pour montrer que deux triangles sont semblables, la propriété qui revient le plus souvent, c'est de réussir à montrer que vous avez uniquement deux angles, en fait, qui sont de même mesure. Si vous voulez aller plus loin, vous calculez les trois, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. On sait que la somme des angles dans un triangle est égale à 180 degrés. Donc, si je connais ces deux angles-là, si je sais que lui fait 30, que lui fait 70, celui-là, il fera en fait 180 moins 100.
Donc, ça va faire 80 degrés. Ça n'a pas vraiment de sens de le calculer. Si vous arrivez à montrer que vous en avez deux qui sont là, qui sont égaux également à un qui fait 30, un qui fait 70, c'est suffisant. Vous pourrez dire que les deux triangles ont deux paires d'angles de même mesure, donc ils sont semblables. Lorsque des triangles sont semblables, je parlais d'agrandissement-réduction. On peut vous parler de triangles semblables pour ensuite vous faire remarquer que s'ils sont semblables, ça veut dire que l'un est un agrandissement de l'autre ou l'un est une réduction de l'autre. Et qui parle de réduction et d'agrandissement revient sur le rapport d'agrandissement, le rapport de réduction. On peut vous donner les dimensions de lui. Cette distance-là aussi. Comme ces deux côtés sont les côtés homologues, vous pouvez calculer le rapport en faisant l'un divisé par l'autre. Et après, ce rapport va vous permettre de trouver d'autres dimensions du triangle. Donc voilà comment ça pourrait se présenter. Il y a déjà montré et reconnaître des triangles semblables et savoir utiliser ces propriétés pour aller un peu plus loin. D'autres questions? Oui, on peut parler un petit peu. Alors, pardon, je recherche un peu leurs questions. Si on peut faire un petit rappel cosinus, sinus, tangente. Ça a déjà été fait, c'était la trigonométrie. Oh, excuse-moi. C'était Socatois. Factorisation, on en a parlé avec la distributivité et les identités remarquables. Statistique, c'est fait. Oui. C'est fait. Après, si vous avez des questions bien plus précises sur ce qui a déjà été vu, n'hésitez pas à être très précis, peut-être que je pourrais approfondir. Pareil, homothétie, équation, tout ça on a fait. Les angles alternes internes. Les angles alternes internes, ça rentre aussi un peu avec les... Vous pouvez utiliser ces propriétés pour déterminer, par exemple, des angles dans un triangle. Là, vous aurez des droites pour les angles alternes internes, on va dire. Ouais. Les puissances, ah non, on n'a pas fait les puissances. On peut peut-être faire un peu de puissance, d'accord. Avant, alors, on parlait d'alterne interne. Dans tout ce qui est des angles, c'est des propriétés qui vont vous aider, soit des angles correspondants, soit des angles alternes internes, ou opposés par le sommet, à réussir à définir en fait des mesures d'angle. Si vous avez cette forme-là, cet angle va être égal à celui-ci. Vous aurez également ici deux angles qui sont opposés par le sommet, qui auront la même mesure. Donc d'observer de tels angles dans des figures peut être utile à montrer en fait que des triangles sont semblables, ou de montrer que des angles ont certaines mesures. Bon, après, si vous devez identifier la mesure de certains angles, ça peut aussi être lié à la trigonométrie, parce que trigonométrie met en relation longueur des triangles et angle. Donc après, tout ce qui est angle alterne interne, angle correspondant, angle opposé par le sommet, voilà à quoi ça peut servir. Et on parlait du coup puissance. Ouais. D'accord. Autre chose à part les puissances? Autre chose à part les puissances, écoute, on a fait le tour. Tout le chat puissant, Pythagore on a fait. Pythagore c'est fait. Écriture scientifique? Est-ce que moi j'ai... Écriture scientifique, c'est pas la peine, c'est plus au programme normalement. Et une équation, la fonction infime, calculer le volume d'un prisme. Mais ça reste... Les volumes, on a vu. Prisme droit, là, regardez bien le live sur les volumes le dernier live, en fait. Bon, je vais rester ici hein, pour les puissances. Allez. La puissance d'un nombre, c'est ce nombre multiplié par lui-même un certain nombre de fois. Les puissances vont être utilisées aussi dans la décomposition produit de facteurs premiers. Imaginons que vous ayez... Allez, je vais écrire un peu au hasard. Je vais prendre 2 au cube fois 2 exposant 5. Premier cas de figure, on multiplie ici, vous avez 2 fois le même nombre et des puissances différentes. Dans ce cas, ce que vous allez faire, c'est additionner les deux puissances. Ça va être égal du coup au nombre qui est là en commun. En puissance, je vais avoir 3 plus 5 et je vais avoir 8. Première propriété. Deuxième propriété, c'est avoir deux nombres différents avec la même puissance. Vous pouvez avoir 3 exposant 10 fois 5 exposant 10. Dans ce cas, c'est l'exposant commun qui va rester. Donc l'exposant, il sera bien de 10. Et à l'intérieur, je vais avoir le produit des deux. 3 fois 5. Le principe est similaire pour les divisions. Bon, je vais faire ici. Vous voulez diviser ici 3 exposant 10 par 3 exposant 5. Dans ce cas, c'est même nombre de puissances différentes. Je vais conserver le nombre commun. Et je vais faire la puissance du numérateur moins celle du dénominateur. Ce qui va donner 10
moins 5 en exposant, et donc ça fera 3 exposant 5. Et enfin, dernier cas de figure avec les puissances, c'est d'avoir deux nombres différents, du coup, et même puissance. Donc, je vais reprendre, garder le 3 exposant 10, et je vais reprendre ici les 8 exposant 10. Encore une fois, même puissance, comme pour la multiplication. La puissance commune reste, et à l'intérieur, vous aurez 3 huitièmes. Donc là, c'est les propriétés basiques sur les puissances. Ça va vous aider à réduire, donc, lorsque vous aurez des décompositions produits de facteurs premiers. Parce qu'en haut, vous aurez plusieurs nombres avec des puissances. En bas, vous aurez plusieurs nombres avec des puissances. À vous, ensuite, d'identifier quels sont les nombres qui seront identiques et trouver quelle est la puissance qui lui correspond. Tu vas parler de quoi après les puissances, déjà? Après les puissances, écriture scientifique? Ah oui, bah, l'écriture scientifique, c'est tout pareil, mais c'est plus au programme. C'est plus au programme de troisième, les écritures scientifiques. L'idée de l'écriture scientifique, c'est d'écrire en fait un nombre qui va avoir plusieurs chiffres, en fait un nombre qui est très long, de l'écrire sous forme d'un nombre A qui est compris entre 1 et 10, fois une puissance de fois 10 exposant quelque chose. Donc par exemple, vous avez 0,0245. On est d'accord que là, le nombre n'est pas compris entre 1 et 10. Pour obtenir un nombre entre 1 et 10, on va devoir ici identifier le 2. La virgule, je vais devoir la décaler jusque là, ce qui va faire 2,45 fois 10 exposant quelque chose. J'ai 2,45. Donc la virgule que moi je veux, pour mon écriture scientifique, je la mets ici. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aimerais pouvoir retrouver ça. Donc à partir de 2,45, comment est-ce que je reviens à ce que j'avais? Je fais bien 1 et 2, donc j'aurai 10 puissance moins 2. Faudra. Et si vous calculez ça, vous tombez exactement sur ce résultat. Ça, c'est une écriture scientifique. D'autres questions? Il répète beaucoup de choses, je pense qu'il y en a Oui. quand même raté. Géométrie dans l'espace, on a fait On a géométrie dans l'espace, c'était les sections, et on a vu... Fonction affine du graphique. Fonction affine du graphique, ou plutôt graphique d'une fonction affine. Ben, on a parlé des fonctions affines de ce que c'était. On a vu le repère, on a vu que c'était une droite qui coupait l'axe des ordonnées en un point B qui était l'ordonnée à l'origine. Et on a aussi parlé de comment calculer le coefficient directeur. Ah, je pense que ce que je n'ai pas dit dans les fonctions, c'est que si vous avez un repère quelconque avec vos droites, les fonctions affines, on va dire qu'elle est comme ça. Là, vous devrez faire très, très attention. C'est quelle unité qui est utilisée là et quelle unité est utilisée là. Donc, on peut vous mettre ici un 1 et ici vous mettre un 2. Ce n'est pas un repère orthonormé. Il faudra juste faire attention à ça lorsque vous êtes avec les fonctions. Tableau de conversion? Tableau de conversion, alors. Mais de conversion de quoi? Ah, bonne question. Alors, il nous parlait de minutes en secondes, des trucs comme ça. Minutes en secondes. Minutes, heures, secondes. Tout dépend après de ce que vous avez au départ. Et dans quel sens vous devez aller. Je suis en train de me dire, imaginons que il y a des choses avec vos calculatrices qui peuvent également vous aider. Si vous avez... Allez, je vais prendre un exemple très simple. J'ai 90 secondes. Bon, tout le monde sait ce que c'est 90 secondes. On sait qu'on va avoir 60 plus 30 secondes. Or, 60, on sait que c'est 1 minute plus 30 secondes. Si vous êtes là et que vous voulez passer de minutes à secondes, la division euclidienne de votre calculatrice peut vous aider. Vous allez en fait diviser 90 ici par 60. Avec la division euclidienne, vous aurez le quotient et le reste. Le quotient va vous dire combien de minutes vous avez dans le nombre en question et combien de secondes il reste. Donc, il est censé vous donner exactement comme quotient 1 et ici comme seconde 30. Donc, j'ai pris 90 pour que ce soit facile à calculer, facile à vérifier. Mais bien sûr, vous faites ce genre de calcul lorsque vous avez des nombres un peu plus importants. Si vous avez 2690 par exemple, vous voulez passer de 2 minutes à seconde, ça vous donnera, le quotient sera combien de minutes il y a, combien de secondes il y a. Sinon, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que 1 minute, c'est 1 minute, c'est 60 secondes. 1 heure, c'est 60 minutes. Donc après, on va dire du plus petit, j'ai des secondes, j'ai des minutes, j'ai des heures, j'ai des journées, j'ai des semaines et tout. Si je veux passer de là à là,
de seconde à minute, on sait qu'on est à, en fait, on a dans 1 minute, il y a 60 secondes. J'ai mis la flèche dans le mauvais sens. C'est pas 2 minutes à seconde, c'est plutôt 2 secondes, c'est plutôt 2 minutes à seconde que je voulais faire. Là, vous avez fois 60. De façon inverse, pour aller de seconde à minute, c'est divisé par 60. 2 minutes à heure. Donc, 1 heure, c'est bien 60 minutes. Par contre, 2 minutes à heure, ça va être divisé par 60. Et si vous voulez passer immédiatement d'heure à seconde, c'est 60 fois 60, ça fait donc fois 3600. Et si vous voulez passer de seconde à heure, ce sera divisé par 3600. Et après, tout dépendra de ce qu'on vous demande dans l'énoncé, de si vous devez le convertir en minutes et secondes, en heures, si on veut une approximation, ou si on veut savoir exactement il y a combien de minutes et combien de secondes. D'autres questions? Eh bien écoute, je pense qu'on va pouvoir boucler ce super live. D'accord, c'est votre dernier mot? Notre dernier mot. Je pense que de toute façon, on a tout dit. Hein. Il y a pas mal de choses, ouais. Bon, allez, je vais m'arrêter là. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce dernier live vous a été utile. Mes dernières recommandations, avant le brevet, ne vous embrouillez pas trop le cerveau. Aujourd'hui, révisez encore. Demain, faites des petites lectures. Essayez plutôt d'avoir bien tous vos matériels, de ne pas oublier vos convocations, d'avoir tout ce qu'il faut. Règles, équerre, compas, gomme, stylo de rechange, pile au cas où votre calculatrice vous lâchait. Et surtout, pendant le brevet, vous n'essayez pas de le réussir, vous le réussissez. Vous partez bien déterminé, vous faites bien vos lectures, bien vos vérifications, justifiez ce que vous faites et il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Et surtout, vous nous faites part de tous vos retours et de vos résultats. Et on se retrouve dans 2 jours pour la correction du brevet. Bonne chance à tous et bonne soirée!